Dans ce nouveau chapitre, nous allons évoquer la prise en compte des évolutions réglementaires. En effet, la loi à venir, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été promulguée en 2018, a totalement chamboulé le monde de la formation professionnelle en y incluant différents dispositifs nouveaux, mais également en modifiant pas mal de choses. Nous allons maintenant voir dans le schéma ci-dessous quels sont les principaux changements pour l'entreprise. Justement, quels ont été ces changements pour l'entreprise? En premier lieu, dès fin 2018, il y a eu des changements, avec la création des OPCO, qui ont remplacé les OPCA, par exemple. Le CIF a disparu, laissant place au CPF Transition. Transition qu'on appelle également Transition Pro. La fin de la période de professionnalisation remplacée par le Pro. En 2019 également, pas mal de changements. La création de France Compétences. La taxe d'apprentissage, quant à elle, est toujours payée sur 2018. Idem, la taxe, le 1% formation, 1% ou 0,55% formation, est toujours payée sur 2018. Vont être créées de nouvelles actions de formation, le nouveau CPF, avec effectivement la monétisation du CPF, qui était auparavant, si vous vous rappelez bien, en heures et qui est passé en argent comptant. Voilà. Et également un nouveau référentiel de certification dans les OF qui a commencé à être mis en place. En 2020, la réforme a essentiellement porté sur l'apprentissage, puisqu'il y a eu pas énormément de nouveautés dans l'apprentissage, et a commencé par le fait que tous les OF peuvent dorénavant être CF1. Il faut quand même savoir que 2020, malgré le Covid, a été une très très bonne année au niveau apprentissage. Il y a eu beaucoup de contrats d'apprentissage signés, beaucoup plus que les années précédentes, et voire même plus que 2019, qui déjà été un très bon cru, si je puis me permettre. 2021, l'URSSAF devient le collecteur unique de la taxe d'apprentissage et également de la contribution formation. Donc en 2021, la grande nouveauté, c'est la cotisation unique. Une seule cotisation qui sera donc prélevée par l'URSSAF. Donc effectivement, comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, la taxe d'apprentissage et la cotisation de formation vont fusionner en une contribution unique pour la formation, pour un taux de 1,68% pour les entreprises de plus de 10 salariés, 1,23% pour les entreprises de jusqu'à 10 salariés. Donc, cette contribution est versée à l'URSSAF comme toutes les autres cotisations. Voilà, comme vous allez verser à l'URSSAF la cotisation maladie, c'est exactement de la même façon. L'URSSAF, elle, va se charger de redispatcher via France Compétences et via les OPCO, comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessous. Le circuit financier est maintenant simplifié pour les grandes entreprises. En effet, auparavant, il y avait une procédure pour les apprentis, une procédure pour les contrats pro. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule et unique procédure, effectivement, pour l'alternance. Donc, les OPCO centralisent la totalité des différents cursus. Autre grande nouveauté du plan de développement des compétences, c'est la disparition des catégories. En effet, dans le plan de formation, comme on l'entendait auparavant, il existait deux catégories de formation. La catégorie 1, l'adaptation au poste ou le maintien, la capacité à occuper le poste pour le salarié. C'était donc des formations qui étaient obligatoires, qui faisaient partie de la catégorie 1. La catégorie 2, elle, s'attachait au développement des compétences. Ces deux catégories n'existent plus dans le plan de développement des compétences tel qu'il est fait aujourd'hui. Toutefois, attention, l'obligation pour l'employeur de maintenir l'adaptabilité au poste de son salarié existe toujours. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des formations qui sont obligatoires encore pour le salarié, toutes les formations effectivement d'adaptabilité au poste et de maintien dans le poste. Le plan de développement des compétences va faire ressortir des actions formelles et informelles. Je vous laisse effectivement regarder le schéma ci-dessous qui explique très bien la différence entre ces différentes actions. L'évolution du plan. Encore un schéma très explicatif, effectivement. Le plan de développement de compétences va reprendre des actions de formation, des bilans de compétences, des VAE, mais également des actions d'apprentissage. Tout cela va rentrer dans le plan de développement des compétences. Certaines sont obligatoires, ce qu'on a vu un petit peu plus haut, et d'autres ne le sont pas. L'innovation pédagogique libérée. Dans ce point, nous allons notamment voir la définition rénovée de l'action de formation. En effet, la réforme 2018 a mis en place
une nouvelle définition de l'action de formation. Cette définition va intégrer une nouveauté, c'est la notion d'objectif. En effet, maintenant, une action de formation va donc se présenter comme un parcours qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Le contrôle évolue. Alors, en premier lieu, il faut savoir que le bilan, lui, ne change pas. Il a toujours lieu tous les 6 ans. Il a toujours lieu tous les 6 ans. Vous vous rappelez, un entretien professionnel tous les 2 ans et tous les 3 entretiens, un bilan. Dans ce bilan, on va vérifier quoi? On va vérifier 3 points. On va vérifier que le salarié ait effectivement bénéficié d'une action de formation non obligatoire, donc action de formation de développement des compétences, qu'il ait effectivement acquis des éléments de certification ou même des diplômes ou des titres, et enfin, qu'il ait bénéficié d'une progression soit salariale, soit professionnelle. Donc ça, c'est les 3 points de contrôle. Malheureusement, effectivement, le contrôle et la sanction ne vont porter que sur 2 éléments. Ces 2 éléments, c'est quoi? Donc, le fait que le salarié ait bien eu ces 3 entretiens, pas trop compliqué, et qu'il ait bénéficié d'une action de formation non obligatoire. Seulement ces 2 points sont donc sanctionnables s'ils n'ont pas été respectés. Quelle va être la sanction? 3 000 € d'abondement sur le compte CPF du ou des salariés concernés. Donc ça peut monter très très vite. Attention toutefois, point non négligeable, seuls les salariés des entreprises de plus de 50 salariés vont en bénéficier. C'est-à-dire qu'à peu près en France, la moitié des salariés sont exclus de ce dispositif de sanction. C'est fort dommage. On aurait d'ailleurs pu se demander s'il n'aurait pas été préférable de mettre une sanction peut-être un peu moins importante, se limiter à 1 500 ou 2 000 €, mais par contre de la mettre pour toutes les entreprises. Quels sont les changements pour le salarié? Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan de développement des compétences. Attention, le départ en formation est alors l'exécution normale du contrat de travail du salarié. Donc il ne peut refuser d'aller en formation. Il ne peut pas s'y opposer. Alors sauf cas particulier, bien évidemment. Ce qui veut dire que s'il refuse, il peut effectivement être sanctionné, voire être licencié. Puisqu'effectivement cela relève du pouvoir de la direction d'envoyer son salarié en formation. Le compte personnel de formation, effectivement, a été pas mal modifié par la loi à venir. Il est maintenant à 3 niveaux. Un premier niveau, projet personnel. Effectivement, le salarié va utiliser son CPF pour une formation qu'il souhaite faire de son côté. Un projet personnel à lui. Un projet partagé. Donc deuxième niveau, c'est-à-dire que le CPF va être utilisé dans le cadre d'une action qui aura été choisie en accord avec l'entreprise. Et effectivement, le troisième niveau, c'est la transition professionnelle. Le CPF transition qui va donc permettre à un salarié de partir sur une formation plus longue, souvent dans le cadre d'une réorientation. Le CPF a été monétisé depuis 2019. Si vous vous rappelez bien, avant, votre CPF, il était en heures. On acquérait un certain nombre d'heures par an, par année de travail complète ou incomplète. Maintenant, on acquiert de l'argent. C'est-à-dire que, effectivement, on va acquérir 500 € pour un travail à temps complet, effectivement, par an. Tout salarié acquiert 500 € par an dès l'instant où il a travaillé à temps complet sur toute l'année. Voilà. Alors après, il ne faut pas être très très pressé pour vouloir utiliser ce CPF, parce que le temps que effectivement l'entreprise donne les infos à l'administration, qu'effectivement ensuite ça remonte, généralement on peut avoir l'information à partir du mois d'avril ou du mois de mai de l'année suivante. Donc inutile de vous dire qu'il ne va pas falloir vouloir utiliser ces nouveaux euros pour faire une formation au mois de janvier, ça ne sera pas possible. Donc effectivement, comment ça se passe? Eh bien, pour ceux qui n'avaient effectivement en 2019 consommé ni leur DIF ni leur CPF, les heures ont été effectivement valorisées. Une heure de CPF est devenue 15 €. Voilà. Vous pouvez encore aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, et il s'avère qu'il y a quand même énormément de salariés en France qui ne l'ont pas fait, vous pouvez encore basculer le solde de votre DIF dans le CPF. Effectivement, pour ce faire, il faut effectivement récupérer l'information des heures CPF, des heures DIF qui vous a été communiquée par votre employeur généralement en fin d'année 2014. Alors, vous pouvez avoir l'information soit sur votre bulletin de paye de décembre 2014 ou sur une attestation qui vous a été remise par votre employeur.
Voilà, le transfert effectivement de ces heures en argent s'est fait au 1er janvier 2019. Donc le CPF, il faut retenir plusieurs points. Il reste un droit. C'est vraiment un droit qu'ont toutes les personnes actives. C'est un droit unique dès l'instant où on rentre dans la vie active. Donc par exemple, pour un jeune qui va effectivement faire des contrats étudiants, par exemple, jusqu'à la date de la retraite. Il est individuel, c'est-à-dire qu'il est propre à chaque personne. Il n'est pas transmissible à quelqu'un d'autre. Alors, il y a des pistes quand même de ce côté-là. Il faut quand même savoir qu'il y a des pistes qui sont étudiées, notamment pour que les parents puissent transmettre aux enfants dans certains cas particuliers. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour positif, malheureusement. Et enfin, il est universel. Les salariés, les demandeurs d'emploi, tout actif y a droit. Même les personnes qui étaient, par exemple, salariés, qui sont devenus indépendants et qui souhaitent redevenir salariés parce que leur expérience en tant que patron n'a pas apporté ses fruits, par exemple, eh bien, ils gardent leurs droits qu'ils avaient acquis tant qu'ils étaient salariés. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et effectivement, ce droit va essentiellement s'exercer en dehors du temps de travail. On peut mobiliser ce droit pour un certain nombre de formations, comme c'est expliqué dans le schéma ci-dessous. Depuis 2019, le CPF peut être utilisé également pour des projets non certifiants, bilan de compétences, VAE, permis. Et oui, le permis, c'est une grosse demande, notamment pour les personnes les plus jeunes qui souvent n'ont pas ce précieux sésame, permis B uniquement. Permis B, permis C, enfin tous les permis effectivement d'utilité. Pas le permis malheureusement, qui est assimilé à un permis de loisir. Création d'entreprises, pompiers volontaires, etc. Pour des projets certifiants, donc le RNCP, RNCP c'est quoi? C'est le répertoire qui va répertorier tous les titres professionnels tout simplement. Les blocs de compétences, indispensables par exemple pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien le français. Ça va rentrer dans le bloc de compétences, mais également tout ce qui est habilitation, certification, le CACES, la FIMO, etc. Depuis novembre 2019, le CPF a une application qui effectivement a boosté les demandes de formation auprès des particuliers parce que effectivement il y a eu quand même une grosse pub qui a été faite sur cette application. Je vous laisse maintenant regarder le schéma ci-dessous qui va effectivement répertorier les différentes conditions de départ en formation pour tout salarié ou tout demandeur d'emploi bien évidemment. Le CPF de transition. C'est quoi le CPF de transition? Eh bien tout simplement, quand un salarié, un demandeur d'emploi, quand toute personne a besoin de faire une formation dont le montant est supérieur au montant dont il dispose dans son CPF, il peut faire une demande de CPF de transition, fameuse transition pro. Certains d'entre vous y ont certainement eu accès. Cela va donc permettre de faire une formation. Ce sont de formations longues généralement. Ce sont des formations ou de spécialisation ou de reconversion. Donc des personnes qui souhaitent ou effectivement évoluer dans leur métier ou carrément changer de métier. Voilà. Et donc ça va permettre à toutes ces personnes de mener à bien leur projet professionnel et d'acquérir un nouveau titre, une nouvelle certification, un nouveau diplôme. Le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, c'est une des grandes nouveautés de la loi à venir. Voilà. C'est un accompagnement gratuit des salariés qui ont un projet d'évolution professionnelle. Qui va en bénéficier? Les salariés. Ce ne sont pas les demandeurs d'emploi, ce sont les salariés. Il faut savoir qu'il y a certainement de nouveaux opérateurs qui seront habilités, qui seront déterminés pour être CEP suite à des appels d'offres. France Compétences sera en charge d'organiser le CEP. Quelles seront donc les missions du CEP? Accompagner les besoins économiques sur tout le territoire. Faciliter l'accès à la formation en identifiant les formations qui répondent à différents besoins et faciliter le recours au CPF et autres financements. Parmi les missions du CEP, on peut également citer la détermination de l'acceptabilité des personnes qui souhaitent démissionner pour un motif de reconversion. Depuis novembre 2019, tout salarié peut effectivement bénéficier de l'ARE Pôle emploi dès l'instant où il a un projet professionnel, où il a un projet de reconversion professionnelle. C'est le CEP qui va déterminer si le projet de reconversion du salarié
il est effectivement acceptable et s'il va donner lieu à une allocation pour l'emploi ou pas. Hein, c'est uniquement le CEP qui sera maître. Alors projet de reconversion, soit création d'entreprise, les deux effectivement sont concernés. Et voilà, ce chapitre a été un peu long, effectivement, parce qu'il reprend énormément de points dont vous avez besoin pour comprendre la complexité de la formation professionnelle. Rendez-vous pour un nouveau chapitre. Merci.